Bonjour et bienvenue au cours de techniques quantitatives de planification du développement. Aujourd'hui, nous allons commencer par introduire ces cours au chapitre 1, c'est l'introduction. Nous allons parler d'un certain nombre de concepts. On va définir la planification du développement. Nous allons également parler des institutions chargées de la planification du développement, ainsi que du cadre analytique, bien sûr en faisant la comparaison avec d'autres aspects. Alors, parlons de concept. Commençons d'abord par considérer la définition de la planification du développement. On peut définir ainsi la planification du développement comme étant un effort conscient et continuel. C'est très important. C'est un effort conscient et continuel d'une organisation centrale dans l'objectif d'influencer, d'orienter ou de contrôler certaines variables macroéconomiques ou les principales variables macroéconomiques, étant donné un ensemble d'objectifs bien déterminés. Donc, il y a cet effort conscient qui n'est pas pour un mois, 2 mois, mais c'est un effort conscient qui est continuel d'une organisation centrale comme les gouvernements, de chercher à influencer l'orientation de l'économie. Et on distingue deux types de planification du développement. Il y a la planification centralisée, où l'État joue un rôle dominant dans la vie socio-économique de la population. Et ça, c'est les modèles de l'ancienne URSS et aussi les modèles qui est suivi en Corée du Nord. Mais nous avons également la planification indicative. Celle-ci, c'est celle qui caractérise euh, les pays à économie du marché. Et là, les décisions sont dirigées par la fameuse main invisible d'Adam Smith, mais aussi par l'intervention de l'État dans une certaine mesure. Donc, vous avez, comme vous devez le savoir, que la main invisible, les principes de la main invisible arrivent parfois à des défaillances de marché, et ce qui nécessite l'intervention de l'État. D'ailleurs, la récente crise financière de 2008 plutôt, a démontré que il était important pour l'État d'intervenir pour corriger certaines défaillances du marché. Alors, dans ce genre de marché, donc, là où la planification indicative est permise, les secteurs privés et les secteurs publics sont tous actifs, chacun joue son rôle. Par exemple, l'État, les secteurs publics facilitent et fait la promotion du développement, donc faciliter les conditions pour les développements, alors que les secteurs privés s'occupent à la fourniture des biens et services dont l'économie a besoin pour avancer sur les chemins, les sentiers et de la croissance. Alors, dans les contextes euh, d'une planification socialiste, il faut savoir que les politiques qui étaient prises ou les décisions ignoraient totalement les systèmes de prix ou les systèmes de marché. Et c'est basé sur la commande, donc commander euh, euh, des instruments de commande qui étaient utilisés pour diriger l'économie. Par exemple, les niveaux de production, les niveaux d'investissement, les intrants intermédiaires, la force du travail, tout cela était déterminé par l'autorité de planification sans tenir compte des incitations du marché qui étaient sous-jacentes. Alors, cependant, le marché joue un rôle très important dans la planification du développement dans les économies mixtes. C'est ainsi que des variables telles que les taux d'échange, les taxes, les tarifs, les subventions, ainsi que d'autres variables affectent les prix relatifs et les incitations dans l'économie. Ici, on tient compte de la planification des activités économiques. La planification du développement doit tenir compte des incitations du marché. Et ça, c'est une caractéristique de la planification du développement dans les économies mixtes. Alors, qu'est-ce qui justifie la planification du développement? Pourquoi doit-on planifier les développements, et surtout dans les économies mixtes? La première raison, la raison principale,
c'est que les mécanismes du marché n'est pas toujours capable d'assurer la croissance, l'efficience et l'efficacité et l'équité. Vous savez, un pays peut avoir plusieurs objectifs à atteindre de manière simultanée. Des objectifs sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan social. Alors, tout cela, c'est beaucoup d'objectifs qui sont devant les dirigeants et cela demande qu'une action de planification soit mise en place. Et lorsqu'on parle des prix, des mécanismes de prix ici, les mécanismes des prix n'affectent que la sphère économique. Donc, par conséquent, ça demande une planification pour pouvoir harmoniser les objectifs à atteindre dans différents domaines de la vie économique. Donc, quelquefois, l'objectif politique d'une nation peut, par exemple, l'objectif politique d'une nation ou l'objectif sécuritaire d'une nation peut dicter la nécessité de la planification et ceci peut conduire à les gouvernements à intervenir dans les activités économiques du pays. Ce sont, parce qu'il y a cette multitude d'objectifs. Alors, il faut retenir que l'art de planification et de développement consiste ainsi à intervenir de manière vigoureuse sans excéder la capacité des services civils, ça c'est très important, ni briser l'administration du développement. Parce que l'équilibre entre l'intervention et la retenue est parfois délicat et changeant. Délicat pourquoi? Parce que la capacité de l'administration est souvent faible et limitée. Et il y a aussi euh, la capacité à résoudre des problèmes ou des difficultés qui sont rencontrées doit augmenter. Donc, ça change. Donc, voilà pourquoi nous disons que l'équilibre entre l'intervention et la retenue est parfois délicat et changeant. Alors, il faut retenir que dans la plupart des pays en développement, les mécanismes des prix ne fonctionnent pas avec un degré suffisamment raisonnable d'efficience pour jouer les rôles des mécanismes d'allocation des ressources, notamment les investissements, les ressources d'investissement, ainsi que toute autre ressource en accord avec les développements. Donc, c'est un point très important qui justifie la planification. Les systèmes de prix n'arrivent pas à allouer correctement les ressources. Or, vous savez très bien qu'en économie, l'objectif même de la science économique, c'est d'étudier la manière dont les ressources d'une économie sont allouées étant donné les besoins multiples. Or, les ressources sont rares et les prix constituent en fait un facteur de motivation, un facteur d'allocation des ressources dans une économie parce que les décisions prises par les agents économiques sont bien sûr, euh, euh, prises en tenant compte des différents prix dans l'économie. Alors, pourquoi est-ce que les prix sont incapables de jouer ces rôles d'allocation des ressources dans les économies en développement? Il y a quelques raisons et ce sont des obstacles structurels. Il y a par exemple, on peut citer quelques exemples ici, l'existence des ressources non utilisées ou sous-utilisées. Et ça, c'est une caractéristique importante des pays sous-développés et des pays en développement, comme la RDC, qui a beaucoup de ressources minières, beaucoup de ressources géologiques. Ce n'est pas étonnant qu'on dit toujours que la RDC, c'est un scandale. Bon, bien sûr, moi j'ai toujours vu ce scandale sur plusieurs angles. Il y a les scandales géologiques, mais il y a aussi les scandales des dirigeants. On a des dirigeants assis sur des mines d'or, mais on ne sait pas avancer dans le développement. Il y a beaucoup de ressources non utilisées dans ces pays et c'est une des raisons structurelles du sous-développement. Il y a aussi un nombre considérable de goulots d'étranglement qui empêchent la production et la distribution. Comme vous le savez, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, par exemple en termes d'infrastructures de transport. Et généralement, les gens disent toujours que, et c'est la vérité, il y a des coins du pays où là, on produit et on ne sait pas évacuer parce qu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de moyens d'évacuation et par conséquent, ça décourage les producteurs locaux. La faiblesse de la machine gouvernementale, oui, la machine gouvernementale est très faible. Lorsque vous avez
un gouvernement gangréné par la corruption, gangréné par les antivaleurs, et c'est difficile de pouvoir atteindre les développements parce que les ressources qui sont mises à la disposition des programmes de développement ne sont pas correctement utilisées. Donc, la faiblesse de la machine gouvernementale et les manques de capacités sont aussi à la base, constituent en fait un obstacle structurel au développement. Un autre facteur, c'est que les prix répondent rarement au changement de l'offre et de la demande, parce que bien sûr, les marchés sont rudimentaires et gangrénés par des rigidités qui se traduisent sous forme de goulot d'étranglement. Il y a aussi la limite ou la barrière à l'information. Alors, on parle de planification, du développement, et nous devons faire la différence entre ces concepts de planification du développement et les plans de développement. Bien sûr, ce sont des termes qui sont reliés, hein, relatifs. Donc, un plan, une planification, la planification du développement, c'est un processus. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que c'est un processus. Et ce processus permet de formuler les politiques de développement. Et ces politiques doivent être des politiques effectives. Mais par contre, les résultats de ces processus, c'est ce que nous appelons les plans de développement. C'est un plan de développement parce que nous couchons tout cela sur du papier, sur un document bien élaboré qui, euh, qui, qui détermine, qui spécifie les cibles à atteindre, hein, les cibles quantitatives à atteindre. À ce moment-là, nous avons un plan de développement qui est déterminé, étalé sur une certaine période. Alors, les plans de développement fournissent en fait une approche synthétique pour coordonner les décisions du développement. On l'utilise pour stimuler les processus de développement ou initier les processus de développement. Mais cependant, il faut retenir qu'un plan de développement n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour assurer les développements rapides. Ce n'est pas parce que nous avons un plan de développement que les pays est déjà développé. On a eu de beaux plans de développement dans ces pays, la RDC, la très démocratique République du Congo, et l'un de ces plans, c'est les manifestes de Lancelot, qui était un plan quinquennat ou septennat, quinquennat, je crois. Et l'effet de l'avoir eu n'a pas suffi pour déclencher le développement. Donc, ça demande un effort conscient, en fait, comme on a dit, un effort conscient et continuel pour pouvoir, dans l'objectif d'influencer les développements, d'influencer la performance de l'économie. C'est ainsi, c'est de cette façon qu'on peut arriver à développer, pas simplement avoir un plan de développement. Alors, quels doivent être les contenus d'un plan de développement? Dans un plan de développement, il faut commencer d'abord par faire une revue de la situation économique courante. Il faut déterminer les objectifs à atteindre, les cibles, ainsi que les stratégies et les programmes pour atteindre ces objectifs-là. Et les buts essentiels ici, c'est accélérer la croissance économique et le développement. Bon, on a eu un peu de croissance qui était encourageable, donc une tendance encourageante, mais bien sûr avec tous les chocs euh, à l'économie congolaise, d'origine aussi bien internationale, interne qu'externe. La tendance a été un peu estompée, mais l'objectif d'un plan de développement consiste à accélérer la croissance économique. Il faut que les choses, la croissance économique, la production économique, l'amélioration de la situation de la population puissent évoluer à une vitesse accélérée. Il y a également dans ces plans une liste de dépenses qui sont proposés pour atteindre les différents objectifs et les différentes cibles. Donc, il n'y a pas que les objectifs et les cibles, mais il faut aussi afficher, attacher à chaque objectif, à chaque stratégie, à chaque cible, les revenus, les moyens financiers nécessaires et suffisants pour atteindre ces objectifs-là. Donc, vous avez compris pourquoi, là, parmi les obstacles structurels du développement, on a parlé de la faiblesse du gouvernement. Donc, si les ressources sont allouées à certains programmes,
et à certaines cibles et qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent utiliser ces ressources sans les détourner de leur objectif, alors dans ce cas-là, il sera difficile d'atteindre le développement, même si vous avez les plans, même si vous avez les moyens. Donc, ça demande de l'intégrité dans l'usage des moyens financiers qui sont alloués au développement. Et dans ces plans, il y a également une projection macroéconomique de l'ensemble de l'économie. Il faut en fait avoir les différentes mesures sur les développements macroéconomiques futurs en utilisant les informations disponibles. À partir des informations disponibles, on peut projeter euh, euh, les valeurs, les variables macroéconomiques dans le futur et montrer comment on peut partir de la situation actuelle à la situation désirée qui est en fait la manifestation dans les résultats et les développements. Et cette projection implique également des estimations quantitatives des valeurs macroéconomiques à différents horizons. Et il faut voir si nous avons un plan en moyen terme de 5 ans, alors la première année, quel sera l'objectif à atteindre et ainsi de suite. Alors, ainsi parlant de l'objectif du plan de développement, alors un plan de développement a pour objectif principal briser les obstacles structurels dans une économie pour atteindre les développements. Donc, si vous ne brisez pas les obstacles structurels, il sera difficile de parler du développement. Donc, il faut repasser, définir la liste des différents obstacles structurels au développement. Pas seulement se limiter à ce que j'ai énuméré dans ce cours, mais il y a beaucoup, ça demande un processus de, de concertation, un processus d'élaboration des différents obstacles structurels afin de voir dans quelle mesure lever ces obstacles. Donc, c'est ce processus-là de lever des obstacles structurels qui amènent au développement. Ainsi, dans ces processus, la croissance économique et les changements structurels sont les deux principaux objectifs à atteindre. Dans les objectifs généraux, donc il faut atteindre la croissance économique et aussi les changements structurels. Alors, parlant des objectifs de la planification, ces derniers doivent être explicites. Il faut éviter les objectifs vagues, non quantifiés. Alors, il y a des objectifs tels que l'expansion du volume de la production. Alors, il faut déterminer dans quelle mesure ces activités économiques vont augmenter. Quel sera le niveau à atteindre? On peut identifier et créer des nouvelles opportunités d'emploi. Donc, il faut être précis. Ces plans de développement, dans les 5 années à suivre, on va créer on va créer 1 million d'emplois, par exemple. Et aussi, les renforcements sont des objectifs. Renforcement de la capacité des services publics dans la mesure où une activité économique croissante influencera la demande des services publics et les dépenses en capital. Donc, quand on prévoit des activités de développement, il faut aussi en même temps renforcer les capacités des services publics parce que plus l'activité économique est florissante, plus la demande des services publics va aussi augmenter. Un autre objectif explicite, c'est par exemple l'amélioration ou la conservation de l'environnement. En matière d'environnement, il faut aussi qu'on ait euh, des objectifs bien explicites. Alors, pour dire bref, les objectifs de planification doivent être très précis et explicites. Ainsi, un objectif du genre, bon, faciliter la maximisation du bien-être de la population est vague. Ça veut dire quoi? Maximiser le bien-être de la population. Bon, un objectif comme ça veut dire quoi? Ça ne représente absolument rien. C'est comme un slogan creux. Alors, la planification se fait à différents horizons. L'horizon de court terme, l'horizon de long terme, l'horizon de moyen terme. Et il existe 3 types de plans de développement selon leur horizon temporel. Il y a les plans annuels. Et les plans annuels, c'est
l'instrument opérationnel de planification ou qui est en fait un guide à l'action. Ça détermine les actions à mener au cours d'une année et ça permet, c'est aussi un outil de mise en œuvre des objectifs et des programmes à moyen terme. Vous avez un programme à moyen terme et les plans. Vous avez un plan à moyen terme et vous devez avoir des plans annuels pour atteindre ces différents pour réaliser les plans des moyens termes. Alors, un plan annuel ou un plan opérationnel s'occupe des activités courantes de développement. Bien sûr, sans perdre de vue les objectifs des moyens termes. Un plan annuel doit concourir à la réalisation d'un plan moyen ou d'un plan à long terme. Alors, à moyen terme, le plan moyen terme, c'est un plan qui a généralement une période de 5 ans, ce qu'on appelle généralement les plans quinquennal. Ici, on indique l'investissement dans l'économie et dans différents secteurs pour l'ensemble de la période de planification, et bien sûr en déterminant quelles sont les différentes cibles à atteindre à la fin de la période. Un plan moyen terme, retenez bien, n'est pas un plan opérationnel. Non. Et pour être un véritable guide à l'action, un plan à moyen terme doit déterminer l'output et les dépenses pour chaque année de la période de planification. Il y a également la troisième catégorie, c'est les plans perspectifs ou les plans à long terme, dont la durée varie entre 10 et 20 ans. Et c'est un plan moins détaillé que les plans moyen terme et il est basé sur les perspectives de croissance à long terme, bien sûr, avec des cibles générales, basées sur l'approximation de l'offre et de la demande globale des ressources. Mais cependant, il fournit une idée sur les priorités qui doivent permettre aux planificateurs de se concentrer sur les secteurs plus promettants dans la préparation des plans à moyen terme. Vous avez un plan à long terme et qui donne des lignes, des principes généraux qui peuvent être utilisés pour élaborer des plans à moyen terme et les opérationnaliser dans les plans annuels. Et ces plans à long terme indiquent déjà en avance les domaines qui requièrent plus d'investissement avant la formulation des projets ou des programmes de développement. Donc, c'est important d'avoir un plan à long terme, de telle sorte que lorsque vous vous mettez à élaborer les plans à moyen terme, que vous puissiez savoir quels sont les secteurs qui demandent plus d'investissement, quels sont les secteurs qui demandent plus d'attention dans différents aspects. Alors, et la planification du développement se fait à travers des institutions de développement. Et dans un pays typique, la planification se fait à différents niveaux. Et on peut avoir des organes tels que un Conseil national de développement, une Commission nationale de développement, le ministère du développement et aussi des bureaux provinciaux des ministères du développement. Et chacune des institutions doit jouer son rôle. Alors, pour illustrer les rôles joués par les institutions de planification, considérons un pays hypothétique où la planification, où les politiques de planification sont élaborées à 3 niveaux, notamment au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère du Plan et au niveau des ministères sectoriels tels que les ministères de l'Industrie, les ministères de l'Agriculture, Pêche et Élevage, les ministères de la Santé, les ministères de l'Éducation et ainsi de suite. Alors, les questions suivantes sont très importantes dans les processus de planification. En fait, on doit savoir quelles sont d'abord les responsabilités de chaque ministère et quels sont les instruments de politique qui sont utilisés dans chacun de ces ministères et quels sont les cadres analytiques utilisés. Alors, on va essayer de détailler ici selon les différents ministères. Considérons premièrement les ministères des Finances. La question préoccupante ici, c'est de savoir, ce sont les questions qui sont traitées ici, ce sont des questions de court terme ou des politiques de stabilisation. On s'intéresse aux politiques de stabilisation. Et ici, l'attention est centrée sur des flux nominaux tels que la balance des paiements, la balance des comptes, l'épargne et l'investissement. Et on s'intéresse à des variables, à des problématiques liées
à la dette publique, à la dette extérieure, à l'inflation, aux revenus du gouvernement, au niveau agrégé de l'économie. On s'intéresse au chômage keynésien ainsi qu'à la distribution des revenus aux différents facteurs de production. Mais au niveau du ministère des Plans de la planification, ici, ce sont les questions des moyens termes et des longs termes qui préoccupent ici, notamment les politiques et les stratégies de développement. Et l'attention est focalisée sur des variables réelles. Donc, regardez la différence. Au niveau du ministère, au niveau des politiques de stabilisation, l'attention est centrée sur les variables nominales. Mais au niveau de la planification du développement, on regarde aux variables réelles, telles que la croissance économique, la structure de la production, l'emploi, l'investissement, et en se basant sur en se concentrant sur l'accumulation du capital, la croissance de la force du travail, les changements de la productivité et la structure des échanges. Alors, étant donné ici la concentration au niveau du ministère de la planification sur le long terme, alors ici, on peut bien induire que le ministère du Plan est largement préoccupé par les problèmes de développement, les problèmes qui affectent les rythmes de la croissance, tels que la stratégie d'échange, okay, les liens entre la croissance et la structure industrielle dans un pays. Alors, et les mécanismes du marché qui prévaut ici impliquent que la concentration sur les liens existants entre les différentes politiques de développement et les réponses du marché à ces politiques. Donc, parce que nous avons les mécanismes du marché, donc cela veut dire on se concentre ici, d'une part sur les liens existants entre les différentes politiques de développement et les réponses du marché à ces politiques. Donc, en élaborant une politique de développement, il faut prévoir aussi quelle sera la réaction du marché. Alors, nous avons ici, parce que la troisième question qu'on avait évoquée, c'était les cadres analytiques. Alors, au niveau du ministère du Plan et du ministère des Finances, les cadres analytiques au ministère des Finances, c'est la théorie keynésienne ou la théorie monétariste. Et en utilisant bien sûr les modèles macroéconomiques de la tradition keynésienne ou monétariste. Mais cependant, au niveau du ministère du Plan, c'est la théorie de l'équilibre général. Sur le plan théorique, c'est la théorie de l'équilibre général, utilisant les modèles multisectoriels comme point central de l'analyse, avec comme point central d'analyse les modèles input-output. C'est le départ. Et les variables qui sont considérées, rappelez-vous, au niveau du ministère du Plan, ce sont les variables nominales, alors qu'au niveau du ministère du Plan, ce sont les variables réelles. Et là-bas, en termes de base de données qu'il faut utiliser, c'est les deux, on utilise les comptes nationaux. Alors voilà les deux premiers niveaux de planification dans une économie. Alors, venons-en maintenant au ministère sectoriel. Comme on l'a dit, tel que les ministères de la Santé, les ministères de l'Éducation, les ministères de l'Agriculture et j'en passe. Alors, ici, on est également concerné par les problèmes du moyen et long terme. Mais seulement, on a ici la concentration est limitée au niveau sectoriel. En ce qui concerne le ministère de la Santé, c'est les problèmes sectoriels au niveau de ces ministères. Alors ici, l'objectif, c'est d'analyser la faisabilité technique et la profitabilité sociale des projets individuels d'investissement. Est-ce que les projets, un certain projet a un bénéfice sur le plan sanitaire pour la population, sur le plan éducationnel pour la population, dans un territoire bien déterminé, ainsi de suite. Ici, les cadres d'analyse, c'est l'équilibre partiel. Et spécialement, on fait là-bas l'analyse coût-bénéfice. Donc voilà les niveaux
les niveaux de planification dans une économie. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de terminer en fait les premiers chapitres de ces cours. Et je vous retrouve tantôt avec le deuxième chapitre. Au revoir et à bientôt.